le mettre en pratique pendant les TP, quoi. Allez, donc on va rentrer dans l'aspect, on va dire, un petit peu plus culture générale, donc avec tout ce qui est composants programmables. Alors parmi les composants programmables, on va retrouver, je dirais, principalement quatre grandes familles. Les familles, enfin la famille où vous avez en fait les CPLD ou les FPGA. Alors donc CPLD c'est pour Complex Programmable Logic Device, FPGA c'est Field Programmable Gate Array. Donc ce sont deux composants qui sont très proches les uns des autres. Le CPLD, enfin ou plutôt la différence qu'il y a principalement entre les deux, c'est que le FPGA va avoir en fait un processeur de calcul en fait qui va être véritablement intégré dedans et qui va vous permettre de pouvoir avoir des fonctionnalités en fait un peu plus importantes. Alors typiquement, ça c'est ce que vous utilisez, enfin c'est ce que vous utilisez ou ce que vous avez utilisé dans en VHDL, en programmation VHDL. Donc normalement là, vous avez dû utiliser en fait plutôt qui peuvent pas se connecter ou qui ont du mal à se connecter dessus. Alors, éventuellement, juste pour le confort un petit peu de tout le monde, éventuellement, Nicolas et comment et Ruby, si vous pouvez juste couper vos micros. Et sinon, a priori, tout le monde est rentré dans la salle, donc normalement, ça va être à peu près bon. Donc, alors, j'en étais donc sur les CPLD, donc ça, bon, je dirais que ça, pour l'instant, vous en connaissez éventuellement peut-être plus que moi là-dessus, et vous avez donc eu l'occasion de les programmer en HDL. Alors, autre élément en fait que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle en fait les DSP, donc pour Digital Signal Processor. Donc là, les DSP, bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que ce sont des composants un peu particuliers qui vont vous permettre en fait surtout de faire de ce qu'on appelle du traitement du signal. Alors, traitement du signal, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, par exemple, si vous avez des images en fait sur lesquelles vous voulez faire un traitement particulier, ça vous permet de pouvoir le faire d'une façon assez efficace. Ça peut être aussi pour pouvoir faire du traitement du son. Donc, typiquement, faire certains filtrages, des effets sonores, des choses comme ça. Donc, ça, c'est généralement, on utilise plutôt les DSP qui sont, on va dire, un peu plus spécifiques à ça et qui vous permettent, en fait, d'arriver plus rapidement à l'objectif visé. Et puis ensuite, donc, on va retrouver donc, les microcontrôleurs et les microprocesseurs. Donc, je vais pas m'attarder dessus là, parce qu'en fait, ce qui va se passer surtout, c'est qu'on va les voir un peu plus en détail juste dans la suite. Alors, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que bon, vous avez quatre familles, mais d'un point de vue global, vous allez pouvoir utiliser en fait n'importe quelle des familles pour réussir à faire votre application. Alors après, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif, c'est plutôt d'essayer d'utiliser le composant qui va bien par rapport à l'application que l'on a.
Donc généralement, le souci, ça sera plus, enfin, ou plutôt le choix, il va s'orienter plus sur le fait des besoins qu'on va avoir sur l'application. Donc si c'est des besoins plus spécifiques sur du traitement de signal, ben, on s'orientera plus sur un DSP. Si c'est plus ben, je dirais de la gestion un peu plus générale, ben, éventuellement on partira plus sur soit un microcontrôleur, soit un microprocesseur, soit éventuellement même un CPLD ou quelque chose comme ça. Donc vraiment sur les choses, sur les éléments un petit peu plus différents. Alors, on va arriver donc à la comparaison en fait entre les microprocesseurs et les microcontrôleurs. Alors, ce qu'il faut voir d'un point de vue global, tous les deux, ce sont des composants électroniques complexes qui vont intégrer en fait dans leur puce ben, différentes fonctionnalités. Donc là, on va essayer de les comparer un petit peu. Alors, je dis bien un petit peu parce que c'est pareil, c'est le genre de choses qui évoluent relativement vite et donc bon, pas forcément toujours, on va dire, simple à évaluer. Alors donc déjà en fait dedans chacun des composants va avoir en fait ce qu'on appelle un CPU. Donc alors CPU c'est pour Central Processing Unit et donc en fait c'est ce qui va vous permettre de ben, exécuter votre programme et de faire également en fait des calculs. Alors, si vous prenez un microprocesseur, donc là, ici, vous vous apercevez que vous pouvez avoir pour les petits microprocesseurs, en gros, c'est 2 à 4 CPU. Pour ceux qui sont beaucoup plus puissants, ben, en fait, vous allez vous retrouver sans trop de problèmes jusqu'à une dizaine en fait de CPU dedans. En ce qui concerne, ouais, alors il y a du 128 cœurs. Parce que là, donc là, je viens de voir le message de Lena. Bon, il y a en effet du 128 heures. Ce qu'il faut voir après, c'est suivant les caractéristiques que l'on a, c'est pareil, ça va être dédié des applications après assez spécifiques. Mais en effet, on peut aller jusque là, en tout cas pour les microprocesseurs. Après, pour les microcontrôleurs, on est nettement plus limité. Et, euh, et donc, ce qu'il faut voir, donc là, au niveau microcontrôleur, on est plutôt sur du 1 à 2 cœurs. Alors, on peut aller pareil un peu au-dessus, mais d'un point de vue global, ça reste quand même relativement beaucoup plus inférieur en termes de quantité de CPU. Alors ensuite, au niveau des informations traitées, alors l'appareil, au niveau du microprocesseur, ben, vous avez alors quelques 32 bits qui restent. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt pour des générations, on va dire, un petit peu plus vieilles. Actuellement, c'est quand même plutôt beaucoup de 64 bits que vous allez avoir. En ce qui concerne les microcontrôleurs, ben là, on est plutôt sur du 8, du 16 ou du 32 bits. Là, par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les trois persistent. Donc, persistent alors pourquoi ils persistent? C'est pour la simple et unique raison, c'est qu'en fait, les trois ont véritablement leur place. Donc, en fonction de ce qu'on aura besoin de faire, ben, en fait, on choisira en fait ben, l'un des trois au niveau de ces caractéristiques-là. Alors, au niveau des timers, j'ai rien mis de particulier dedans. La raison, elle est super ultra simple, c'est que, alors, tous les deux des timers, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, après, en termes de quantité, c'est tellement variable que bah, ça n'a pas grand intérêt en fait de les préciser. Mais par contre, vous avez dans chaque cas en fait la possibilité d'utiliser des timers. En ce qui concerne les interfaces de communication, alors vous avez des interfaces parallèles et des interfaces série dans les deux. Donc là-dessus, c'est, je dirais, du pareil au même, à l'exception près, bien évidemment, puisqu'il faut rapprocher ça quand même du fait d'être soit sur du 32 bits, du 64 bits. Donc du site, quand vous êtes en parallèle, ben, vous tournez aussi sur du 32 ou du 64.
Alors que bah, si vous êtes sur des microcontrôleurs, éventuellement, vous pouvez tourner sur du parallèle en fait avec juste 8 bits. Donc voilà à ce niveau-là. Alors ensuite, en ce qui concerne les aspects mémoire, donc vous allez avoir de la RAM. Alors la RAM, en fait, point de vue nom, c'est Random Access Memory. C'est alors ici, je traite uniquement en fait ce qu'on appelle le cache. Donc le cache, en fait, c'est la mémoire non, pardon, c'est la mémoire volatile qui va être véritablement intégrée au plus proche dans le microcontrôleur ou le microprocesseur. D'accord? Donc, c'est ce qui va vous servir en fait ben, principalement pour stocker tout ce qui est variable, choses comme ça, de façon à des accès les plus rapides possibles. Au niveau des microprocesseurs, vous êtes à quelques mégaoctets, quelques dizaines, voire un petit peu plus en fait de mégaoctets. Au niveau des microcontrôleurs, on en a nettement moins, puisque on est plutôt aux alentours de quelques centaines en fait de kilooctets. Donc en gros, éventuellement, vous pouvez monter sur les plus gros aux alentours du mégaoctet, mais ça reste en fait véritablement limité à ça. Ensuite, on va trouver également un autre type de mémoire qui est en fait la mémoire ROM. Alors, ROM, c'est pour Read Only Memory. Alors actuellement, c'est essentiellement, je dirais, de la mémoire flash en fait, donc un petit peu comme ce que vous avez sur vos clés USB. Alors là-dessus, donc ce qu'il faut voir dans les microprocesseurs, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Donc là, le problème, il est, je dirais, réglé d'avance. Sur les microcontrôleurs, vous avez généralement quelques mégaoctets, voire quelques dizaines de mégaoctets. Donc dans l'idée, c'est à peu près ce qu'on va retrouver là-dedans. Et puis ensuite, on a dédiés. Alors les modules dédiés, ben, quelque part, ce sont en fait véritablement tous les périphériques. Alors pareil, dans le microprocesseur, ben, vous n'allez pas véritablement en avoir. Par contre, dans les microcontrôleurs, ben, vous allez avoir, alors je vais les passer en vue. Alors c'est pareil, hein, la liste elle n'est pas exhaustive. Mais on va retrouver quand même donc des ADC. Donc ADC, c'est Analog to Digital Converter. Donc c'est ce qui vous permet de convertir des tensions analogiques en tensions numériques. Vous allez retrouver des modules de type PWM, donc qui vont vous permettre en fait Alors PWM, pardon, c'est pour Pulse Width Modulation. Donc c'est ce qui vous permet en fait d'avoir un générateur de MLI pour pouvoir bah, éventuellement commander des moteurs ou d'autres éléments. Vous allez avoir également en fait des interfaces de type SPI. Alors c'est pour Serial Peripheral Interface. Donc là en fait c'est un moyen de pouvoir communiquer en fait avec ben, certaines puces bien spécifiques. Donc vous avez par exemple des drivers intégrés, des choses qui peuvent utiliser ce protocole de communication. Il y a également en fait un protocole, donc le l'I2C. Donc là, l'I2C, ben, c'est pareil, c'est un protocole qui va vous permettre en fait de communiquer avec des composants un peu spécifiques et en version vraiment très courte distance. Donc en gros, principalement, on va dire sur la carte ou vraiment à très faible distance de la carte où il y a le microcontrôleur. Euh, voilà, donc vous avez des protocoles plus dédiés, on va dire, à l'automobile. Donc le protocole CAN pour contrôleur ARA Network, le protocole LIN qui est quelque part relativement très proche du protocole CAN avec quelques souplesses, enfin, ou en tout cas, on va dire c'est une version du protocole en, en mode un petit peu plus allégé. Le FlexRay, qui est aussi en fait ben, un protocole plutôt utilisé dans l'automobile. L'USB, bon, ça, je vous en fais pas le détail. Je pense que vous le connaissez par rapport à tout ce qui est utilisation en fait,
de composants avec votre ordinateur. Éventuellement des connexions de type Ethernet qu'on peut aussi également avoir dessus et voir d'autres protocoles éventuellement un peu spécifiques. Donc là, autrement dit, si on essaye de faire en fait un petit peu un résumé, bah, vous apercevez que pour les microprocesseurs, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être plutôt dédié pour du calcul, on va dire, où on va pouvoir faire des calculs importants, donc du traitement, on va dire, un peu plus sophistiqué à ce niveau-là. Au niveau du microcontrôleur, ben, ce qui va surtout aider, c'est généralement c'est tout ce qui va être en fait module dédié, où là en fait ben, par l'intermédiaire d'un unique composant, on va pouvoir réussir à avoir ben, un maximum, je dirais, et de souplesse par rapport à l'application que l'on souhaite faire. Alors ensuite, pareil, on va continuer sur l'aspect comparaison et on va s'intéresser un tout petit peu plus à deux caractéristiques. Donc la première, qui va être ben, plutôt la puissance consommée. Alors là, la puissance consommée, ben, vous vous apercevez qu'on est sur des échelles qui sont franchement très différentes. Pour un microcontrôleur, généralement, quand vous atteignez le watt, c'est que vous le faites fonctionner vraiment à fond et que c'est vraiment un très gros microcontrôleur. Donc, autrement dit, généralement, on est plutôt quand même sur quelques centaines de milliwatts. Pour les microprocesseurs, par contre, là, vous pouvez dépasser sans aucun problème, en fait, les quelques dizaines de watts, voire de la centaine de watts sur les derniers. Donc, autrement dit, vous vous apercevez que très vite, en fait, on est sur ben, des échelles de consommation qui n'ont pas grand-chose à voir. Autre élément qui va aussi un peu enfin, qui va aussi dans ce sens, c'est en ce qui concerne en fait la fréquence. Donc, pour les microcontrôleurs, quand vous commencez à dépasser les quelques centaines de mégahertz, c'est que vous avez un microcontrôleur qui est vraiment très, on va dire, très puissant pour les microcontrôleurs. Inversement, les microprocesseurs, vous êtes plutôt à hertz. Donc, autrement dit, c'est pareil, c'est deux mondes bien séparés. Donc du coup, bah, c'est pareil, ça confirme le fait que bah, les microprocesseurs vont avoir des tâches en fait beaucoup plus orientées calcul, choses de ce type-là. Et par contre, en fait, les microcontrôleurs, du fait de leur basse consommation, bah, en fait, vont être plus utilisés sur des applications justement de ce type à ce niveau-là. Alors ensuite, donc si on s'intéresse un petit peu au domaine d'application, ben en fait on va retrouver aussi bien microprocesseurs et microcontrôleurs dans les, je dirais même domaines d'application eux-mêmes. Alors par exemple, donc alors c'est pareil, hein, là ne vous focalisez pas, la liste elle n'est pas exhaustive, bien au contraire. Donc autrement dit, on peut la compléter sans aucun souci. Mais donc, si on considère le domaine industriel, ben, en fait, les microprocesseurs, vous allez plutôt les retrouver dans tout ce qui va être en fait serveur, système multiprocesseur. Donc, autrement dit, ben, véritablement en fait on va dire des centres de calcul, des choses de ce type-là. Donc, alors centre de calcul, ça peut être aussi pour tout ce qui est simulation, qui va demander en fait des ressources de calcul importantes, hein. Euh, En ce qui concerne en fait les microcontrôleurs, ben, on va plutôt les retrouver sur tout ce qui va être en fait accès sécurisé. Donc là, typiquement, vous avez par exemple un exemple ici, c'est l'exemple le plus connu, c'est typiquement vos cartes à puce. Donc que ce soit les cartes bancaires, choses comme ça, que ce soit par exemple les badges RFID, euh, tous ces composants en fait, ben, dans ces cas-là en fait font plutôt appel à des microcontrôleurs. Euh, En ce qui concerne ensuite le domaine des transports.
Alors là, en fait, ben, c'est pareil. Alors les transports, ça reste aussi très général, hein. Vous partez, entre guillemets, je dirais, du vélo électrique en allant jusqu'à l'avion, en passant par le bateau et un petit peu tout ce que vous voulez. Donc là-dedans, pour les microprocesseurs, ben, on va plutôt les retrouver en fait dans les calculateurs. Donc autrement dit, ben, du style pour un avion, ça va être les calculateurs de vol, des choses de ce type-là. Pour les microcontrôleurs, en fait, on va aussi les retrouver dans les calculateurs, mais là, typiquement, ça sera plutôt destiné à des voitures et on va dire plutôt dans les premières gammes en fait des voitures. Après, quand on commence à avoir ben, des voitures qui deviennent de plus en plus complexes, ben, au niveau des calculateurs, on arrive très vite à la frontière entre ben, choisir un microcontrôleur 32 bits pour pouvoir faire une partie de la gestion de la voiture ou basculer sur éventuellement en fait un microprocesseur à côté. Donc là, on peut très vite atteindre juste on va dire la zone un peu limite. Au niveau informatique, ben là, vous allez retrouver alors les microprocesseurs. Bon, là, je vous fais pas de dessin. Vous allez les retrouver bien évidemment dans tout ce qui est en fait PC. Vous allez aussi les retrouver dans tout ce qui va être en fait les supercalculateurs. Donc partout où on va avoir besoin de puissance de calcul importante. Pour les microcontrôleurs, vous allez en fait les retrouver en fait plutôt dans tout ce qui va être interface de stockage de données. Donc là, typiquement, vous prenez un disque dur. Dans un disque dur, en fait, vous allez plutôt retrouver justement un microcontrôleur qui va vous permettre de le gérer. Si vous prenez des cartes mémoire, ben c'est pareil. À l'intérieur, vous allez avoir en fait plutôt un microcontrôleur qui va vous permettre en fait de le faire. Sur les aspects, alors entre guillemets loisirs, donc là, bon, je vous ai mis une télé, mais ça, je dirais, faut avoir une vision relativement beaucoup plus large. Donc là, ben, pareil, les microprocesseurs, vous allez plutôt les avoir pour tout ce qui va être gestion, ben, qui va demander vraiment une ressource de calcul importante, donc ben, du style de l'affichage 3D, des choses de ce type-là. Pour les microcontrôleurs, ça sera plutôt sur les interfaces homme-machine. Donc, autrement dit, bah, par exemple, sur, bah, je dirais tout ce qui va vous permettre de gérer un appareil via bah, du style télécommande ou des choses comme ça. Donc, ce que vous aurez en fait vraiment pour gérer le tout venant, je dirais, de l'appareil, tout ce qui est configuration, choses comme ça sera plutôt du microcontrôleur. Pour l'aspect téléphonie, alors là, bien évidemment, vous allez retrouver des microprocesseurs plutôt pour tout ce qui va être aspect relais de communication, de télécommunication. Donc là, l'intérêt, c'est surtout c'est ben, avoir en fait des processeurs qui vont être dédiés pour pouvoir transmettre l'information le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Euh, Au niveau des microcontrôleurs, vous allez plutôt les retrouver ben, au niveau des portables, même si c'est pareil, actuellement la frontière entre microcontrôleurs et microprocesseurs dans les portables, on va dire, est de plus en plus floue. Donc vous pouvez aussi retrouver des microprocesseurs à l'intérieur des portables. Donc voilà pour ça. Euh, alors, tant qu'on y est, juste un petit point. Est-ce que vous avez des questions par rapport à justement cet aspect, on va dire, un petit peu général? Non, a priori, ça a l'air d'être bon. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas en fait à les poser. Alors, les ARM, vous les considérez comme des microprocesseurs ou microcontrôleurs? Alors, là, en fait, c'est un peu plus compliqué.
Alors, pourquoi c'est un peu plus compliqué? Parce qu'en fait, alors déjà, ça va dépendre de quel. Alors, généralement, on parle de processeur ARM, en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue, d'un point de vue global, euh, l'ARM, c'est une architecture un peu particulière. Et donc, en fait, ben, on va les retrouver aussi bien dans les microprocesseurs que dans les microcontrôleurs. Donc, alors, comment vous dire ça? Bah, typiquement, si vous prenez par exemple les derniers microcontrôleurs qui existent, bah, généralement, en fait, ils ont maintenant à l'intérieur un cœur ARM. Et alors, ça peut être du Raspberry, ça peut être du microchip, il y a pas mal de microcontrôleurs qui les utilisent. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, dans ces cas-là, ben, en fait, ils ont à l'intérieur de la puce, justement, un CPU. C'est pour ça que je parlerai plutôt éventuellement ARM, en fait, de CPU. Un CPU ARM. Et après, en fait, on va voir toute l'architecture, en fait, du microcontrôleur. Donc, autrement dit, vous allez avoir après ben, tout ce qui est aspect mémoire, tout ce qui est différents périphériques, ainsi de suite, qui vont être mis, en fait, à côté. Dans les microprocesseurs, ben, vous pouvez aussi bien sûr avoir des architectures ARM, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ARM ça va principalement faire en fait les cœurs de calcul. Ils vont pas forcément faire après tout le reste à côté, mais ils sont plus orientés sur vraiment les structures logiques qui vont vous permettre de gagner en termes de puissance de calcul, quoi. Donc j'espère que j'ai répondu à peu près bien à la question. Mais dans l'idée, c'est vous vous retrouvez quand même un petit peu. Enfin, c'est vraiment plus un élément à l'intérieur de la puce, quoi. Bon, un élément qui est pas négligeable, hein, puisque ça reste quand même le cœur de calcul, quoi. Moi, j'ai une question aussi. Oui. En fait, l'équivalent de la ROM, là, le code qu'il y a dans les microcontrôleurs, c'est le système d'exploitation sur les microprocesseurs? Ou il y a un code Alors, dans le microprocesseur, là? alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, sur un microprocesseur, ce qui va se passer, c'est vous n'allez pas avoir de ROM véritablement dedans. Parce qu'en fait, il va récupérer toutes les informations à côté. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir démarrer, ben, vous allez récupérer ça en fait dans le BIOS. Alors maintenant, il y a éventuellement un BIOS qui peut être intégré dans le microprocesseur. Donc ça, bon, c'est pareil, hein. Tout évolue, donc du coup, bon, c'est pas forcément toujours simple. Euh, mais en gros, cette partie ROM-là, elle va être vraiment très petite. C'est franchement juste pour pouvoir démarrer. Par contre, pour l'aspect véritablement mémoire en dur, donc mémoire non volatile, donc de type ROM, alors au passage, pour tout le monde, parce que c'est vrai que je vous ai parlé de mémoire non volatile, et c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Alors, ce qu'on appelle mémoire volatile, c'est donc la RAM. Alors, pourquoi elle est volatile? C'est parce que à partir du moment où vous allez couper l'alimentation, contenu, en fait, ben, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. Donc, autrement dit, son contenu, entre guillemets, va s'effacer. Et quand vous allez la rallumer, ben, vous partez avec quelque chose, je dirais, une mémoire qui est vierge. En ce qui concerne la ROM, donc la read-only memory, donc ça, c'est une mémoire non volatile. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, typiquement, c'est la mémoire que vous allez avoir sur vos disques durs. Donc autrement dit, quand vous enregistrez quelque chose sur votre disque dur, même si vous coupez l'alimentation de votre ordinateur, ben, quand vous allez redémarrer, ce qu'il y a dedans, en fait, ça va être conservé. Et donc là, du coup, pour en revenir sur les microprocesseurs, ben, ce qu'il faut voir, c'est que les microprocesseurs sont justement capables de beaucoup de calculs donc très rapides, très lourds. Mais par contre, en fait, ils stockent, entre guillemets, très peu d'éléments en leur sein.
Donc du coup, à l'intérieur du composant, ben, au final, en fait, on n'a que, je dirais, un peu de mémoire, donc plutôt de la RAM, qui va servir pour l'exécution en fait du programme. Mais par contre, au niveau de la ROM, autant dire qu'ils ont franchement rien, quoi. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, éventuellement, ce que je te propose, c'est juste de baisser la main, de façon à ce que si tu as besoin de la relever un peu plus tard, Ouais, c'est bon. que je puisse la visualiser. Euh, alors bon, juste dernier petit point. Donc, en ce qui concerne en fait les bootloaders, alors on va pas forcément en parler parce que quelque part je dirais, c'est plus un aspect utilisation un peu particulier. Alors, juste pour préciser les choses pour ceux qui connaissent pas, un bootloader, en fait, c'est surtout pour pouvoir ben, charger votre programme ou remettre à jour, par exemple, un programme qui aurait été ben, mis dans un microcontrôleur. Bon, là, en l'occurrence, je dirais c'est plus sur l'aspect, on va dire, comment communication, rentrer, enfin transférer le programme dans le microcontrôleur. Donc, d'un point de vue global, on va pas en parler, même si vous allez entre guillemets plus ou moins les utiliser. Donc, vous j'irai plus utilisateur que, mais on rentrera pas dans les détails de la chose, quoi. Alors, là-dessus, donc, ce qu'on va faire, ben, on va passer sur votre futur compagnon, donc à savoir le S12X. Alors, le X, ben, en fait, je vais vous décrire déjà dans un premier temps, un petit peu la famille, donc d'un point de vue global. Alors, c'est un microcontrôleur qui commence gentiment à dater, mais qui, ma foi, ben, a été suffisamment précurseur et continue à être relativement utilisé. Donc, c'est un microcontrôleur qui est 16 bits, alors qui normalement est fabriqué maintenant par NXP. Alors, vous, éventuellement, si vous avez téléchargé le support, vous avez à la place de NXP, vous avez Qualcomm. Alors, en fait, c'est normal. Alors, je vais vous expliquer très rapidement la genèse. C'est qu'en fait, si vous voulez, le S12X à l'origine, c'était un composant en fait Motorola. Motorola, après, s'est séparé de sa branche microcontrôleur. Ils ont créé une entité qui s'appelait Freescale. Freescale s'est fait racheter par NXP. NXP a vendu sa partie après à Qualcomm. Et a priori, maintenant, c'est de retour à nouveau chez NXP. Donc, autrement dit, bon, ça, je dirais, c'est un peu l'évolution des entreprises dans le monde de l'électronique. Ça bouge très très vite et les uns rachètent les autres. Enfin bon, on va dire, c'est pas forcément simple à suivre après de qui est fabricant de quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie au quotidien aussi. Alors ensuite, donc le S12X, lui, bon, permet de traiter des données, alors qui sont codées soit sur du 8 bits, soit sur du 16 bits, soit sur du 32 bits. Alors, il peut traiter les données donc aussi bien 8, 16 ou 32. Par contre, bien évidemment, il n'aura pas les mêmes performances en fonction du type de données que vous allez faire traiter. Donc, si vous voulez, sur du 8 bits, il va être plutôt à l'aise. Sur du 16 bits, ça va aller aussi. Sur du 32 bits, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Ben, c'est un microcontrôleur 16 bits, donc en fait, il n'est pas véritablement dédié pour faire du 32 bits. Donc, autrement dit, si vous cherchez franchement à avoir ben, un maximum de calculs sur 32 bits, c'est pas le bon. Si par contre, vous avez plutôt besoin de faire des calculs sur 8 ou 16 bits, ben là, dans ces cas-là, ça va aller. Mais généralement, c'est clair que bon, quand vous allez le pousser sur du 32 bits, en fait, lui, ce qu'il va faire, il va se comporter ben, comme un 16 bits. Donc, il va vous faire un traitement en fait ben, double, voire même un peu plus que double, parce que c'est encore un peu plus compliqué.
Donc, autrement dit, il risque d'être franchement beaucoup plus lent pour pouvoir traiter du 32 bits. Donc, ça sera vraiment l'idée, il le traite, oui, mais faut que ça reste de façon, on va dire, assez exceptionnelle. Alors ensuite, dedans, donc, il va intégrer en fait deux cœurs, donc un processeur, le S12, et un coprocesseur, l'i. Donc du coup, c'est pour ça que si vous assemblez en fait les deux, ben, vous avez le S12 ici et le X de la X-Gate. Donc pareil, je reviendrai en fait un petit peu plus tard sur quel est l'intérêt d'avoir processeur et coprocesseur en fait à l'intérieur d'un même microcontrôleur. Et au niveau de l'horloge interne, donc au maximum, vous pourrez atteindre en fait 80 MHz. Et alors pareil, c'est le 80 MHz en fait, c'est valable que pour le coprocesseur. Pour le processeur, en fait, il sera limité plutôt à 40 MHz. Mais donc voilà, ça c'est pareil, c'est un peu en fonction des spécificités du microcontrôleur en lui-même. Alors, en ce qui concerne, je dirais les différents avantages et intérêts en fait qu'il a. Alors bon, déjà, c'est au niveau du langage de programmation, on va pouvoir le programmer soit en assembleur, soit en C. Alors pour nous, bon, pour ceux qui connaissent pas, l'assembleur, c'est directement du langage machine. Donc c'est vraiment là, on est au plus bas, je dirais, du langage de programmation. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va surtout s'intéresser en fait plutôt à le programmer en C, puisque ça vous sera nettement plus utile plutôt que d'essayer de descendre beaucoup plus bas. Pour la simple et unique raison aussi, c'est que maintenant l'assembleur, en fait, c'est quelque chose qu'on n'utilise pratiquement plus, sauf dans des cas vraiment très très spécifiques. Donc autrement dit, faut vraiment avoir la nécessité absolue de vouloir descendre à ce niveau-là. Mais généralement avec le C, on arrive à faire suffisamment de choses. Donc, euh, donc du coup, ça marche relativement bien avec le C. Euh, Ensuite, ensuite, l'autre intérêt, c'est en fait que les périphériques qu'il a, ce sont beaucoup de périphériques qui vont être utilisés en fait dans les systèmes embarqués. Donc, je pense tout particulièrement en fait à comment ça s'appelle, à tout ce qui va être en fait au niveau automobile par exemple, parce que je sais que la version qu'on a prise, c'est une version qui lui est un peu plus dédiée. Donc, du coup, on va retrouver du CAN, du Lean et ainsi de suite. Donc bon, du coup, ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Il y a également la possibilité de... Alors, tant que j'y suis, puis que je vous aborde juste l'aspect temps réel, euh, le temps réel, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, mais d'un point de vue global, le temps réel, en fait, ça respecte, on va dire, certaines règles bien précises. Alors, pour essayer de résumer ça de façon relativement simple, euh, quand on parle de temps réel, en fait, ça veut surtout dire que on va se laisser un laps de temps pour pouvoir exécuter une certaine tâche. Et une fois qu'on aura passé ce temps-là, le résultat de la tâche sera exécuté. Donc, autrement dit, par exemple, si je vous prends, par exemple, je sais pas, vous avez une tâche de calcul qui va être faite dans un programme. Vous dites que, enfin, vous faites en sorte, en gros, de dire que au bout de 100 millisecondes, le calcul doit être fini. Et ce qui va se passer, c'est que, bon, elle peut être finie avant, mais par contre, vous savez qu'au bout des 100 millisecondes, elle sera véritablement finie. Et ça sera sûr à 100%. D'accord? Enfin, 100%. Allez, 99,9, parce qu'on ne sait jamais s'il y a vraiment un petit souci. Mais c'est vraiment, franchement, l'aspect temps réel, c'est dire, je sais quand je commence ma tâche, mais je sais qu'à partir du moment où je l'ai commencé, à un certain temps donné, j'aurai obligatoirement la réponse. Et je pourrais donc exploiter le résultat.
Dernier élément, donc un dernier avantage, on va dire, et intérêt sur ce microcontrôleur, c'est en ce qui concerne la consommation. Donc, alors pour l'époque, il était plutôt bon. Maintenant, je pense qu'il serait plutôt dans les versions, on va dire, un peu moyennes, un petit peu moins bonnes, puisque on a quand même bien progressé depuis aussi. Et ensuite, l'autre intérêt, c'est aussi sur tout ce qui est performance en termes de compatibilité électromagnétique, donc autrement dit de CEM, où là, pareil, il a des caractéristiques qui sont aussi assez intéressantes. Alors, ensuite, en ce qui concerne en ce qui concerne en fait ces applications, il est justement plutôt dédié à l'automobile. Donc, on va le retrouver en fait dans pas mal de fonctionnalités. Donc, typiquement dans la gestion de l'affichage tête haute. Donc là, l'affichage tête haute, en gros, c'est ce que vous avez d'affiché à ce niveau-là. Et donc qui reflète quelques éléments du tableau de bord. Généralement, c'est la vitesse et éventuellement le guidage GPS et des choses de ce type-là. Vous allez le retrouver également en fait dans l'éclairage en fait des voitures. Bon, l'éclairage, ça commence à devenir de plus en plus complexe, notamment par l'utilisation des LED et ainsi de suite, où ça va demander en fait des gestions assez spécifiques. Et donc du coup, en fait, on va avoir un processeur donc type S12X qui peut être utilisé pour ça. Dans le cadre en fait de la de l'ouverture et de fermeture en fait des toits escamotables, là typiquement toute la cinématique en fait va être aussi gérée enfin peut être gérée pardon par également en fait un S12X. Le frein à main électrique également, et puis l'autre élément qui est on va dire alors un mais tout ce qui est en fait gestion de fermeture centralisée, où là en fait vous pouvez également en fait le retrouver. Alors, donc là dans l'idée c'est je vais vous présenter enfin un petit peu. On va rentrer un peu plus dans les détails des différents modules que vous avez dans le S12X. Donc, en essayant de préciser en fait un petit peu plus justement les différents périphériques, les différents éléments qui sont en fait à l'intérieur, de façon à ce que vous puissiez avoir on va dire un petit ordre d'idée de comment ça se passe. Alors, on va commencer par le début. Donc là, vous avez en fait 119 General Purpose Input-Output. Alors ça, en fait, c'est quoi? En fait, ce sont tout ce qui est entrée ou sortie, donc ce qu'on appelle les entrées-sorties, en fait, de type logique. Donc ça veut dire, là, en fait, ce sont des broches qui vont vous permettre uniquement de traiter des valeurs entre des valeurs qui seront 0 ou 5 volts. Donc, autrement dit, vous ne pourrez pas traiter d'autres valeurs intermédiaires. Ça sera forcément en fait entre le 0 et le 5 volts qui correspond en fait à l'alimentation. Donc, ça sera donc des signaux qui pourront alors rentrer dans le microcontrôleur ou en sortir. Alors, ensuite, vous avez toute une série de communication qui vont vous permettre de gérer en fait certains protocoles bien spécifiques. Alors, typiquement, donc, alors là, c'est pareil, hein, c'est suivant les familles, vous n'avez pas forcément le même nombre qui vous est indiqué. Donc ça, je dirais, c'est à calculer. Mais en attendant, vous allez quand même retrouver donc dedans des gestionnaires de protocole CAN. Donc, autrement dit, le contrôle Aera Network qui sert en fait à la gestion du réseau interne à l'automobile, donc qui va permettre de communiquer en fait entre les différents cœurs, enfin cœurs et systèmes d'une automobile.
Ensuite, vous allez trouver en fait des protocoles de type I2C. Donc I2C, c'est Inter Integrated Circuit. Donc là, typiquement, c'est ce qui va vous permettre, ben, par exemple, de gérer des afficheurs LCD, des petits modules d'horloge en fait, de façon à avoir à conserver ben, l'heure pour le système. Donc plein de petites choses comme ça, en fait, plein de petits modules et qui vont être par contre vraiment à très courte distance, donc autrement dit vraiment dans la périphérie immédiate du microcontrôleur et donc généralement sur la carte, ou en tout cas franchement pas très loin. Vous allez trouver des protocoles de type Serial Communication Interface, donc le SCI. Alors là-dedans, donc, on retrouve le LIN dont je vous ai parlé en fait tout à l'heure, donc qui est, je dirais, une déclinaison un petit peu allégée du CAN. On va retrouver le module IRDA. Alors IRDA, ça doit vous parler, je pense un petit peu, en tout cas au moins à certains. L'IRDA, donc IR c'est pour infrared et DA c'est pour data. Donc autrement dit, c'est pour le transfert de données infrarouges. Donc ça, par exemple, c'est ce que vous avez peut-être eu. Alors ça va faire vieux combattant, mais c'est pas très grave. Sur éventuellement certaines calculatrices ou certains téléphones qui pouvaient en fait échanger des données en fait en étant vraiment très proches et en étant vraiment en liaison directe, donc sans rien entre les deux, si ce n'est un petit peu d'air, mais donc en liaison directe et qui vous permettait éventuellement de pouvoir échanger quelques informations. Bon, c'est vrai que maintenant on en parle nettement moins, pour ne pas dire plus du tout. Et vous avez par contre une connexion en série qui est toujours d'actualité, c'est la RS-232. Donc ça, c'est vraiment la liaison série, j'irais, de base. Mais par contre, celle-là, ben, je pense qu'elle a encore quelques beaux jours devant elle. Et enfin, donc, dernier type de protocole qui vont exister, les Serial Peripheral Interface, où là, en fait, c'est ben, pareil, c'est un protocole en fait de communication ben, dédié, alors plutôt pour gérer donc des composants un peu spécifiques, tels que ben, ça peut être des mémoires, ça peut être certains drivers en fait qui permettent de commander des moteurs. Il y a pas mal de petits composants comme ça qui utilisent en fait le SPI pour pouvoir communiquer. Et donc on va retrouver à ce niveau-là. Alors ensuite, donc on va arriver sur les convertisseurs analogiques numériques 10 bits. Alors pour le S12X, ben en fait, vous allez. Alors, c'est pareil, suivant les versions, c'est un. Mais bon, pour la version, par exemple, que l'on va utiliser, en fait, vous avez 16 convertisseurs analogiques numériques. Alors, là, l'idée. Alors, au passage, ne pas confondre CAN, puisque là, ça fait aussi CAN, donc convertisseur analogique numérique, avec le bus CAN qu'on a vu avant, puisque là, c'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Là, l'idée, c'est que le convertisseur analogique numérique, ben, comme son nom l'indique, ça va être en fait une entrée sur le microcontrôleur qui va nous permettre en fait de récupérer une tension qui, elle, va être analogique. Donc, ça veut dire qu'il peut être compris en fait entre 0 et 5 volts. Mais là, vous pouvez avoir toutes les valeurs possibles entre les deux. À la différence, par exemple, de ce qu'on a vu avec le GPIO, où sur ces entrées-là, c'est soit 0, soit 5 volts. Sur les entrées analogiques, en fait, vous pouvez avoir 2,5 volts, 2 volts, 1,8, enfin, vous pouvez avoir vraiment toutes les valeurs entre 0 et 5 volts. La résolution qu'on va avoir donc, sur le S12X, ça sera une résolution qui sera sur 10 bits. Donc ça permet d'avoir quand même quelque chose de relativement. Et d'un point de vue global, en fait, ce type de module, ça va nous servir à gérer tout ce qui va être capteur analogique.
Donc, autrement dit, ben, le capteur va nous permettre de récupérer une valeur analogique donc, qui va varier entre 0 et 5 volts. Et donc, en fait, ben, de pouvoir ensuite faire en numérique dessus. Alors, ensuite, on va avoir aussi des timers 16 bits. Alors, un timer, à quoi ça sert? Ben, sa principale fonction, c'est gérer le temps. Donc, autrement dit, c'est vraiment de s'occuper de ce qui est autour du temps. Alors, plusieurs petits exemples qui peuvent exister. Donc, on peut avoir, ben, par exemple, des compteurs d'événements. Donc, autrement dit, là, on va plutôt ben, avoir une broche enfin, tournée vers l'environnement du microcontrôleur. Et puis, ben, à chaque fois qu'on va avoir un événement qui va arriver, ben, ça va nous permettre en fait ben, éventuellement de pouvoir compter le nombre d'événements qu'on a, donc du style la fréquence de récurrence, des choses comme ça. Donc pareil, bien évidemment, c'est adapté en fonction de l'application que l'on veut. Mais donc pour un timer, on peut l'utiliser donc justement sur cette fonctionnalité-là. On peut également l'utiliser en fait comme type de temporisation. Donc où là en fait ben, on va plutôt ben, utiliser la fréquence d'horloge du microcontrôleur de façon à indiquer ben, par exemple tous les X temps ben, on a passé justement tant de temps. Donc c'est franchement là du coup l'aspect temporisation et j'irais gestion de délai. Mais dans tous les cas, on se retrouve franchement avec la gestion du temps à proprement parler. Dernier élément de la ligne, on va avoir en fait des modules PWM qui vont nous permettre de générer des signaux sur 8 ou sur 16 bits. Alors, le PWM, c'est donc Pulse Width Modulation. Ça correspond en fait en français à la génération MLI. Donc, autrement dit, à la modulation en largeur d'impulsion. Donc ça, je pense que vous avez éventuellement dû en entendre parler un petit peu sur ben, tout ce qui va être électronique de puissance, choses comme ça, puisque ça permet, ben, entre autres, de pouvoir commander des moteurs, les gérer. Donc voilà là-dessus. Alors bien évidemment, donc là pour le module de PWM, c'est uniquement une sortie. Donc là, on peut pas l'utiliser en entrée, ça c'est clair. C'est franchement juste une sortie qui va nous permettre de générer le qui va bien. Alors ensuite, alors la ligne qu'on va avoir ici, en fait, ce sont des fonctionnalités un petit peu particulières. Je vais aller relativement vite dessus. Le seul intérêt, si vous voulez, c'est plus pour l'utilisateur, parce qu'en fait, vous allez les utiliser, je dirais, de façon directe, enfin, en tout cas, au moins certaines d'entre elles, mais sans avoir véritablement à vous poser trop la question de comment ça fonctionne. Donc, c'est plus pour avoir vraiment les informations d'un point de vue général. Alors, le DBG ou BDM, donc DBG, en fait, c'est pour debugger et BDM, c'est pour Background Debug Module. Donc ça, en fait, c'est ce qui va vous servir en fait pour la mise au point du logiciel. Donc autrement dit, bah, quelque part, la notion de bootloader qu'on avait tout à l'heure sur le S12X, en fait, c'est pas véritablement un bootloader qu'on a, mais en fait, on va passer par un module qui va qui va remplacer ce rôle de bootloader. Et donc, qui va nous permettre, alors qui va être un peu plus puissant qu'un bootloader parce que ça va nous permettre de charger le programme dans le microcontrôleur, mais ça va également permettre en fait de pouvoir faire véritablement la mise au point. Donc, autrement dit, réussir à faire du pas à pas avec le microcontrôleur pour ben, réussir à comprendre pourquoi il y a une fonctionnalité qui marche pas comme on souhaite et donc pouvoir faire en sorte de corriger cet élément-là. Le module RTI, donc c'est pour le Real Time Interrupt. Donc là, en fait, c'est pour bah, tout ce qui est interruption en temps réel. Donc là, l'idée, je vous ai dit tout à l'heure que le S12X pouvait gérer le temps réel. Ben, en fait, c'est entre autres par l'intermédiaire de ce module-là qu'on va pouvoir le faire.
Ensuite, autre module qui va être transparent pour vous, mais qui est véritablement nécessaire en fait pour un microcontrôleur, c'est donc le CRGM pour donc Clock Reset Generation Module. En fait, c'est le premier module qui va être activé dans le microcontrôleur à la mise sous tension. Et donc, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir gérer le bon démarrage du microcontrôleur et de gérer en fait les différents modes de fonctionnement. Alors, ensuite, la ligne qui suit, c'est plutôt très orienté mémoire. Donc, on va retrouver deux types de mémoire de type ROM, donc autrement dit, la flash et le 2PROM. Alors, la flash, donc vous allez avoir jusqu'à 256 kilooctets en fait de disponible. Alors, ça peut paraître très peu. En attendant, c'est largement suffisant par rapport à tout ce que vous allez avoir besoin de faire. Et d'un point de vue global, c'est déjà pas trop mal en fait pour un microcontrôleur. Donc, à quoi va servir la flash? Ben, en fait, elle va principalement servir à stocker en fait le programme. Donc, autrement dit, dès que vous allez faire un programme, ben, au final, il va être stocké en flash. Ensuite, éventuellement, si vous avez des données en fait qui peuvent s'avérer relativement lourdes, alors relativement lourdes, c'est pareil, hein, tout est relatif, hein, donc attention. Ça peut être des images. Alors bien évidemment, les images, ça peut aller très vite en termes de poids. Donc généralement, je dirais là, c'est plutôt des petites images mais du style pour pouvoir faire une interface en fait homme-machine, ça peut être intéressant en fait d'avoir éventuellement des petites images de stocker. Ben, là, dans ces cas-là, on peut les stocker en flash. L'autre intérêt, c'est de stocker du style des tableaux. Alors, tableau tout bête, hein. Par exemple, vous savez que dans votre application, vous allez devoir faire calculer, par exemple, un sinus ou chose comme ça. Plutôt que d'essayer de faire calculer au microcontrôleur la valeur du sinus pour tel angle, en fait, le plus simple éventuellement, c'est plutôt d'avoir un tableau et vous aurez peut-être pas une valeur super ultra précise, mais en tout cas, vous serez suffisamment proche. Et bien évidemment, ça dépendra un peu de la définition de la précision que vous aurez mis dans votre tableau. Mais du coup, ça peut vous permettre en fait de gagner énormément en termes de temps de calcul. Donc là, en l'occurrence, on va dire la flash d'un point de vue global, c'est franchement plutôt pour essayer de stocker des informations qui vont être un petit peu conséquentes. Alors, le 2PROM, donc qui est elle aussi en fait une mémoire de type donc justement read-only memory puisque on retrouve le ROM à ce niveau-là. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une mémoire qui est très proche de la flash, par contre, qui va avoir une gestion qui peut être beaucoup plus fine. Alors, qu'est-ce que j'appelle gestion plus fine? En fait, dans la flash, ce qui va se passer, c'est que quand on va vouloir, par exemple, effacer des données, on va être obligé d'effacer beaucoup de données d'un seul bloc. Autrement dit, on ne pourra pas effacer juste un octet, octet par octet. Par contre, si on prend justement le 2PROM, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir véritablement en fait effacer octet par octet. Et donc, du coup, on peut avoir une finesse beaucoup plus importante sur la gestion des données. Alors, au passage, vous apercevez qu'il y a aussi nettement moins en fait d'espace, mais d'un point de vue global, son utilité va être aussi relativement différente, puisque là, en fait, ça va être plutôt pour pouvoir stocker des données utilisateurs, des paramètres de configuration de façon à ce que, par exemple, vous rentrez votre configuration et puis quand vous éteignez votre microcontrôleur, la configuration va rester en fait dedans.
Et quand il va redémarrer, ben, ça va vous permettre de redémarrer en fait avec la configuration en fait que vous aviez initialement mis dedans. Donc là, c'est franchement plus des éléments, on va dire, des informations très, très ponctuelles et de petite taille. Dernier élément en termes de mémoire, donc la RAM, donc qui elle du coup va être de volatile. Donc autrement dit, on éteint, eh ben, le contenu en fait, on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Alors dans la RAM, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, vous allez avoir en fait toutes les variables de votre programme. Donc autrement dit, tout ce qui va être ben, variable de gestion de votre programme. Si vous faites une ligne de code qui fait A est égal à B plus C, ben, en fait, vous allez avoir les variables A, B et C qui vont être en fait stockées en RAM. Vous allez avoir également ce qu'on appelle les registres. Alors, on reviendra dessus sur les registres, mais juste pour vous préciser un tout petit peu, registre, en fait, c'est ce qui va vous permettre en fait de configurer chacun des modules donc par exemple bah, tous les modules en fait qui sont ici, euh, vous allez pouvoir les configurer par l'intermédiaire de ces registres, de façon à leur donner des spécificités, des propriétés bien particulières. Et donc ça, ben, ces registres-là, ça va être en fait aussi un moyen de faire un lien entre l'unité de calcul, donc le CPU, et les différents modules du microcontrôleur. Donc autrement dit, ça reste véritablement paramètre. Alors ensuite, ben, on va arriver sur les deux derniers éléments, donc autrement dit les unités de calcul. Donc vous avez le S12, donc qui est ben, le Central Processing Unit, donc le CPU, le CPU principal en fait. Alors, quelques petites précisions. Donc, en termes d'architecture, c'est ce qu'on appelle une architecture CISC. Donc, CISC, c'est pour Complex Instruction Set Computer. Donc, autrement dit, c'est une architecture où, en fait, on va avoir beaucoup d'instructions qui existent. Donc là, généralement, ben, en fait, alors ce qu'on appelle une instruction, hein, c'est par exemple, vous voulez faire une addition, ben, le plus, c'est une instruction. Vous voulez faire un décalage, ben, se décaler en fait d'un bit, c'est aussi une instruction. Donc en gros, c'est tout ce qui va nous permettre d'exécuter le programme. Donc là, en l'occurrence, donc sur une architecture CISC, on a en fait un nombre d'instructions qui est très grand. Donc ça va d'instructions qui sont relativement très simples jusqu'à des instructions qui sont beaucoup plus complexes, telles que ben, par exemple la multiplication, la division. Là, du coup, c'est des instructions qui demandent en fait beaucoup plus de temps. Alors, petit inconvénient de ce type d'architecture, c'est que justement, en fonction des instructions, ben, on a en fait un temps d'exécution variable. Et donc après, en termes de microcontrôleurs, alors autant dire maintenant c'est quelque chose enfin c'est une architecture qui est pratiquement plus du tout utilisée. Et vous allez le comprendre en fait juste après. Le coprocesseur, lui, est sur un autre type, enfin sur un autre type pardon d'architecture. Donc on va le voir juste après. Et donc là, le S12, en fait, ben, lui, il est vraiment là pour pouvoir gérer l'exécution du programme principal et donc, en fait, ben, faire le traitement qui va bien par rapport à ça. Alors, on va finir avec la IceGate. Donc, la IceGate qui va être donc votre coprocesseur. Alors, là, du coup, euh, on va se retrouver avec justement une architecture de type RISC. Donc, autrement dit, bon, vous apercevez que ben, entre CISC et RISC, ben, la seule lettre qui change, c'est la première. Pour la fin, ça reste Instruction Set Computer. Donc là, le R, en fait, c'est pour Reduce. Alors, là, ce qu'il faut voir, c'est que ben, justement, le nombre d'instructions est nettement réduit. Donc, généralement, vous êtes très en dessous
de la centaine en fait d'instructions. Euh, alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup moins d'instructions, mais en fait, le gros avantage qu'on va avoir, c'est qu'on a une durée d'exécution qui est, je dirais, constante. Alors, j'ai mis constante entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait vrai, mais c'en est franchement pas très loin. Donc, du coup, le gros intérêt de ça, c'est que, en fait, ben, quand on exécute une instruction, on sait que ça va nous prendre tant de temps. Donc, d'un point de vue global, maintenant, je dirais pratiquement toutes les microcontrôleurs, microprocesseurs sont plutôt sur des architectures de type RISC. Donc, c'est ce qu'on va retrouver enfin, dans les microcontrôleurs PIC, dans les architectures ARM dont on parlait tout à l'heure. Vous allez les retrouver dans les C167, les STM32 et ainsi de suite. Donc là, typiquement, maintenant, je dirais, allez, il y a pratiquement plus en fait d'architecture CISC qui existe pour pouvoir ben, utiliser soit microcontrôleur ou micro. Alors, microprocesseur, c'est archi clair, c'est que du risque. Et microcontrôleur, c'est allez, à 99,9% aussi que du risque. Alors, pour le S12X, ben, en fait, ce coprocesseur en fait, va être plutôt dédié pour ce qui est gestion des interruptions. Donc, l'intérêt, en fait, ben, le fait d'avoir justement un processeur et un coprocesseur, ben, en fait, ça va nous permettre de pouvoir gérer différentes tâches en fait en parallèle. Donc, avoir la tâche principale avec le programme principal. Donc, c'est ce qu'on va avoir la tâche du CPU. Et puis, par contre, tout ce qui va être en fait élément, ben, événement ponctuel extérieur va être plutôt géré par la Xgate. Allez, donc dernier petit point là-dessus, puis après je pense que je vous proposerai de faire éventuellement une petite pause. Donc au niveau après du S12X, bon, ce qu'il faut voir, ben, forcément, alors pour ceux qui ont déjà programmé, ça va être une évidence. Pour ceux qui l'ont pas forcément programmé, ben, ça va être, on va dire, un petit peu nouveau. Mais donc d'un point de vue programmation, donc on va ben, développer un programme et puis ensuite on va le mettre au point. Alors, pour pouvoir faire ça, ben, on va utiliser déjà une plateforme logicielle qui va s'appeler donc CodeWarrior. Dans cette plateforme logicielle, vous avez une première interface qui sert pour le développement du programme. Donc, autrement dit, bon, on va avoir un côté pour pouvoir gérer le projet en fait qu'on veut réaliser, puisqu'en en gros, une application, c'est un projet. Et ensuite, à côté, ben, on va avoir véritablement le programme qu'on va développer. Donc, ben, ce que vous allez devoir programmer véritablement en langage C pour le microcontrôleur là-dessus. Une fois qu'on a, je dirais, fini de développer notre programme, ben, ce qu'on va faire, c'est on va le compiler pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Et une fois qu'il n'y a pas d'erreur, ben, on va le transférer sur le microcontrôleur. Donc là, le transfert vers le microcontrôleur, ça va se passer par l'intermédiaire en fait d'une seconde fenêtre que l'on appelle en fait le debugger et qui va permettre en fait de faire la mise au point. Donc là-dessus, à partir du moment où on a transféré en fait le programme vers le microcontrôleur, ben, cette fenêtre-là va apparaître et du coup, ça va nous permettre alors non seulement de charger le programme dans le microcontrôleur, mais éventuellement de pouvoir en fait ben, connaître les éléments dans la mémoire du microcontrôleur, pouvoir savoir dans quel état sont les différents registres pareil du microcontrôleur, réussir à faire en fait du pas à pas, donc autrement dit exécuter le programme, mais en l'arrêtant en fait à certains endroits où ben, on a envie de faire, d'en connaître un petit peu plus et de pouvoir faire des tests dessus. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, logicielle, mais bien évidemment, ben, il nous faut une plateforme matérielle. Alors la plateforme matérielle, elle est relativement simple. Vous allez avoir donc ben, un ordinateur sur lequel vous allez avoir les deux, enfin le logiciel en fait qu'on a vu juste avant.
Et puis ensuite, vous allez avoir également donc la carte d'OTP, donc qui correspond en fait à l'image que vous avez là. Mais par contre, pour pouvoir communiquer en fait entre les deux, ben, vous allez avoir en fait une petite interface de communication qui va ressembler à ça et qui va nous permettre donc de se connecter ben, sur un des ports USB de l'ordinateur et puis sur le connecteur de la carte que l'on a à ce niveau-là. Et donc, en fait, qui va nous permettre de, véritablement de communiquer entre la plateforme logicielle et véritablement le microcontrôleur. Là-dessus, est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, Moi, j'ai Damien qui a levé la main, ouais. ouais, moi, j'avais une question tout à l'heure sur les ports, enfin, les blocs du microcontrôleur. C'était savoir s'il y avait un UART ou si c'était compris dans les SPI. Alors, on va revenir dessus. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est ça? Ouais, Alors, en fait, si tu veux, l'UART, en fait, il est compris dans le SPI. ok, C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, l'UART, d'un point de vue global, c'est la gestion, c'est l'ARS 232. d'accord. Donc, du coup, on va véritablement le retrouver, en fait, à ce niveau-là. Ok, très bien. D'autres questions? Non? Alors, éventuellement, ce que je vous propose, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes, parce que je pense que, bon, là, bon, en plus, disons, que toute la partie qu'on a vue là, c'est un peu la partie, on va dire, culture générale, choses comme ça. Donc, autrement dit, bon, mais quelque part, c'est un peu nécessaire parce que l'objectif, c'est que ben, vous puissiez avoir, en fait, on va dire, un minimum d'éléments pour pouvoir ben, partir pour la suite. Bon, sachant que pour certains, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient relativement connues. Pour d'autres, par contre, ça doit être 100% nouveau. Donc, l'idée, c'était que vous ayez quand même une vision, on va dire, un petit peu plus large. Et puis, donc, pour la suite, ben, on va rentrer véritablement plus dans le microcontrôleur lui-même et surtout dans sa gestion. Donc, ce que je vous propose, il est 9h24. On se retrouve dans 10 minutes à 9h35. Et comme ça nous permettra éventuellement de refaire une petite pause de 10 minutes un peu plus tard dans la matinée. Donc, je vous laisse 10 petites minutes et puis on se retrouve juste après.